Détournement du Boeing de la TWA à Alger, une quarantaine d'otages sont encore aux mains des pirates de l'air. Plusieurs dizaines de milliers d'antiracistes réunis actuellement place de la Concorde. C'est la fête Touche pas à mon pote qui va durer toute la nuit. 24 heures du Mans, comme prévu, les Porsche dominent, mais gare à la consommation de carburant. Cap Canaveral, compte à rebours commencé pour le Français Patrick Baudry. Dans ce journal, le menu des astronautes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il y a à peine une demi-heure, 19 otages de l'avion TWA, qui avait été libéré hier à Beyrouth, devaient arriver à l'aéroport de Roissy. L'avion, lui, se trouve toujours à Alger, avec encore 41 personnes à bord et, semble-t-il, 12 pirates de l'air. Cela dit, cet après-midi, une soixantaine d'otages ont encore été libérés sur l'aéroport algérien. À 17h30, quelques-uns d'entre eux ont atterri à Paris dans un avion d'Air France affrété par la TWA. Hélène Rissacher. Avec à bord les 16 premiers otages venant d'Alger, s'est posé à 17h30 à Roissy. Ces passagers, 14 américaines, une grecque et un soudanais, ont été aussitôt pris en charge par les autorités françaises. Aucun journaliste n'a pu les approcher. À Alger, depuis ce matin, les libérations d'otages se sont effectuées au compte-gouttes. Ce matin d'abord, 3 personnes sont relâchées, dont une femme épuisée. Puis la tension monte. Les pirates de l'air menacent d'exécuter tous les Grecs détenus dans l'avion si leur complice, Ali Atoua, arrêté hier à Athènes, n'est pas libéré. À 15h10 local, un 737 de la compagnie Olympic Airways grecque se pose à Alger. Ali Atoua est à bord. Ici, il se cache derrière son sac noir. Il a rejoint depuis les pirates de l'air à bord du Boeing détourné. Peu après, 24 otages sont libérés, puis 25 autres. Parmi eux figurerait le chanteur Demis Roussos. 10 autres personnes ont encore été libérées tout à l'heure. Il reste donc actuellement une quarantaine de passagers prisonniers des pirates de l'air. Pour eux, le périple a commencé hier matin, peu après le décollage d'Athènes. L'avion est détourné vers Beyrouth. Les pirates de l'air exigent la libération de tous les Arabes prisonniers en Israël, le retrait de l'armée du Liban Sud et de l'armée israélienne du sud du Liban. Un groupe de 19 otages est cependant libéré avant que l'avion ne reparte vers Alger où une vingtaine de femmes et d'enfants sont relâchés. Puis l'avion s'envole à nouveau vers Beyrouth. Les pirates de l'air sont très nerveux. Ils abattent dans la nuit un jeune Américain qu'ils jettent hors de l'avion. C'était un Marine, déclare-t-il. Ce matin, le Boeing est revenu à Alger où il est toujours immobilisé. Aux États-Unis, le président Reagan a constitué une cellule de crise pour appuyer les négociations des autorités algériennes avec les pirates de l'air. Ceux-ci seraient au nombre de 12, selon un porte-parole de la compagnie TWA. 2 d'entre eux étaient sur la liste des passagers au départ d'Athènes. Les autres se sont introduits dans l'appareil la nuit dernière, lors de la 2e escale à Beyrouth. Ces pirates de l'air ont démenti leur appartenance au groupe djihad islamique. Ce soir, ils menacent de quitter Alger avec leurs otages pour une destination inconnue si leurs exigences ne sont pas satisfaites. À Beyrouth, des combats ont repris aujourd'hui entre chiites et palestiniens, en particulier près du camp de Shatila. Cette reprise des affrontements survient quelques heures seulement après l'explosion d'une voiture piégée qui, hier, a fait plusieurs dizaines de victimes dans la banlieue sud de la ville. Un attentat qui, semble-t-il, visait les chiites de l'armée libanaise. Joël Hazard. Cette voiture était bourrée de 200 kilos de TNT et d'exogène. Elle a explosé sous les tirs des soldats chiites de la 6e brigade. Elle venait de franchir à toute vitesse le barrage de l'armée à la sortie sud de Beyrouth. Les militaires en faction ont ouvert le feu. Résultat, 23 morts, en majorité des civils, 36 blessés. Les 2 passagers ont été tués dans l'explosion. S'agit-il véritablement d'une opération suicide dirigée contre les chiites de la 6e brigade? Ou alors la charge explosive était-elle destinée à piéger une permanence d'Amal? L'attentat aurait été revendiqué par les forces secrètes des Mourabitoun, la milice musulmane sunnite, actuellement alliée aux Palestiniens arafatistes dans la guerre des camps. C'est dire que la guerre chiito-palestinienne au Liban a pris un tournant résolument confessionnel. Et qu'en toile de fond au combat, c'est une lutte sans merci pour le pouvoir à Beyrouth qui se joue désormais entre milices chiites et sunnites. Reste aussi que cet attentat pourrait bien s'inscrire dans la série des provocations. Il serait ainsi destiné à renforcer la détermination des chiites à combattre coûte que coûte les derniers bastions de la présence palestino-sunnite au Liban. Et puis quand même une bonne nouvelle, les 21 casques bleus finlandais qui étaient détenus par l'armée du Liban Sud ont été libérés ce matin à Marjayoun. Les hommes de la FINUL, la force d'intervention de l'ONU au Liban, étaient prisonniers depuis 8 jours. Ils ont été accueillis par le général français Jean Ponce, qui est le commandant en second de la FINUL. Les 21 Finlandais sont apparus tendus au moment de leur libération, mais apparemment, ils étaient en bonne santé.
Cet après-midi à Paris, un porte-parole du Quai d'Orsay a révélé que la France avait effectué une démarche au plus haut niveau auprès des autorités israéliennes pour que l'affaire se termine ainsi. Depuis ce matin, l'Irak a arrêté ses bombardements sur l'Iran. La décision a été prise hier par le président irakien. Elle est en principe applicable pendant 15 jours, sauf si les Iraniens de leur côté ne respectaient pas ce cessez-le-feu. À Paris, les moudjahidines iraniens, c'est-à-dire les opposants au régime de Khomeini, assurent que ce sont eux qui ont demandé à Bagdad d'arrêter ces bombardements. Revenons en France, à Paris, des dizaines de chanteurs et de groupes, des dizaines de milliers de personnes pour les écouter. Un concert qui va durer pratiquement 12 heures. Tel est le fantastique programme proposé par SOS Racisme sur la place de la Concorde. La manifestation a commencé vers 6 heures cet après-midi. En voici quelques images. On savait bien qu'on ne réussirait pas à vous décourager. Mais pourtant, on peut dire que rien ne nous a été épargné. Toutes les embûches, tous les bruits, toutes les fausses informations ont eu cours. La récupération par-ci, trop de juifs par-là, les arabes ceci, les arabes cela. Eh bien, pourtant vous êtes là, vous êtes venus, parce que vous le savez, ce mouvement n'appartient à personne, parce qu'il n'appartient qu'à vous qui portez le badge, à vous que vous soyez beurre de Bordeaux, juifs de Toulouse, antillais de Brest, à vous, Français de toute culture, immigrés de la première à la 10e génération. De toute façon, personne ne t'aide quand tu t'appelles Saïd ou Mohamed. C'est le ciel en tôle ondulé pour toujours, c'est la fenêtre sur la 3e cour, c'est le cri des voisines plein les oreilles et les heures de mauvais sommeil. Mais s'il y a quelqu'un autour qui comprend, mauvais français, le musulman, sous la course des planètes, ce serait bien qu'il s'inquiète avant que ses paupières n'explosent et qu'elles ne prennent ce cri à nos overdoses. Quand je suis parti, j'ai bien compris qu'on y pouvait quelque chose. Voilà donc pour la fête, mais le succès de l'association SOS Racisme est aussi le résultat du travail de véritables professionnels de la communication. Des professionnels qui ont réussi à faire vendre en quelques mois plus d'1 million de badges « Touche pas à mon pote ». Aujourd'hui, on s'aperçoit que cette réussite ne plaît pas à tout le monde. Hubert Coudurier. 3 décembre 83, partie des Minguettes à Lyon, la marche des beurs fait son entrée à Paris. C'est la première riposte aux 10 morts d'un été sanglant. Un an plus tard, SOS Racisme entre en scène avec l'initiative Convergence 84. Un succès fulgurant propulsé par un slogan symbole, un succès dont l'apothéose ce soir suscite bien des critiques, les liens avec l'Union des étudiants juifs de France et la récupération politique par la majorité. Mais aussi l'attitude des beurs qui, après avoir été les vedettes d'SOS Racisme, s'y sentent aujourd'hui marginalisés. Il ne faut pas essayer de dresser les beurs contre SOS Racisme, c'est aberrant. Il y aura Radio Beurre à la fête du 15 juin. Il y aura un certain nombre d'associations de beurs, de Colombes, de Gennevilliers, des associations de terrain. Il y a d'autres gens qui, par contre, nourrissent une certaine aigreur. Je crois que ça tient à une mécompréhension et que l'avenir montrera que là-dedans, il n'y a pas de place pour les histoires de végétariat. On ne sait pas ça qu'on a cherché. Vous êtes devenu une vedette des médias. Mais ça, c'est les médias qui en ont la responsabilité, parce que si aujourd'hui je vous avais demandé d'interviewer Théma, Fatima ou Julien ou Rocky, vous auriez refusé. C'est vrai. Et la personnalisation outrancière donne une image appauvrie et déformée, c'est vrai, de SOS Racisme, qui est un mouvement profondément collectif. Il y a eu une période de mode pour SOS Racisme. J'espère que l'intérêt pour la lutte que représente SOS Racisme durera, mais le MRAP, lui, fait un travail qu'on pourrait dire de fourmi, de riposte immédiate à tous les problèmes. Quand dans un grand ensemble, par exemple, il y a des heurts, où il y a des confrontations entre personnes d'origine différente, le MRAP est là, il est là sur le terrain. À l'évidence, les organisations traditionnelles de la lutte antiraciste paraissent aujourd'hui un peu poussiéreuses. Mais cela ne doit pas faire oublier qu'elles ont un rôle complémentaire indispensable. Décidément, la ville de la Seine, dans le Var, est en train de battre des records électoraux. Demain, et pour la 5e fois en 2 ans,
ils vont aller aux urnes pour élire leur conseil municipal, sans compter que plus tard, ils devront encore voter pour élire un conseiller général. Cette succession d'élections commence d'ailleurs à lasser quelque peu une partie de la population. Fernand Tavares. Gérée sans interruption pendant 37 ans par une municipalité à dominante communiste, la Seigne-sur-Mer basculait en 84 à droite, l'élection de 83 ayant été annulée. Battu, Maurice Blanc saisissait à son tour la justice à l'issue d'un 4e tour particulièrement houleux et confus. Le Conseil d'État renvoyait dos à dos les candidats pour un 5e tour qui doit donc se dérouler dimanche. Mais en 2 ans, les données politiques se sont singulièrement modifiées et l'image que donne en ce mois de juin 85 la droite et la gauche laisse particulièrement perplexe nombre d'électeurs. Quant aux acteurs principaux, ils ont adopté un ton et un style de campagne des plus feutrés. Signe visible, l'affichage. Cette année, la commune ne sera pas défigurée, loin s'en faut. Objectif, ne pas agresser l'habitant, devenu irascible. Quant à la campagne verbale, elle est des plus discrètes. En fait, personne n'est très à l'aise. À droite, Charles Scaglia présente une liste d'union UDF-RPR. Au premier tour, le maire sortant a refusé d'y intégrer le Front National, qui a pourtant pesé 15% aux européennes et aux cantonales. Charles Scaglia joue sur la division des amis de Jean-Marie Le Pen qui partent en ordre dispersé avec 2 listes, l'une conduite par Pierre Neumayer et l'autre Claude Noblia. À gauche, Maurice Blanc, ancien maire, est à la tête d'une liste d'union communiste-socialiste. Mais la version 85 est très contestée par la section locale du PS qui aurait préféré partir sous sa propre bannière. Les instances fédérales et nationales en ayant décidé autrement, d'anciens élus ont préféré se retirer de la partie. Enfin, une 5e liste, intitulée Mouvement pour un parti de travailleurs, est animée par Jean-Baptiste Santucci, employé des chantiers navals. Un secteur où le moral est au plus bas, une nouvelle vague de licenciements a été annoncée cette semaine. Alors, ces municipales n'apparaissent pas comme la préoccupation essentielle du jour. Ceci explique en partie cela. À Bordeaux, ce matin, Edmond Maire a été réélu secrétaire général de la CFDT. C'est sa 6e élection à la tête de la centrale syndicale depuis 1971. Sport automobile, comme prévu, les Porsche sont en train de dominer les 24 heures du Mans. Mais vous le savez, cette édition est placée sous le signe des économies de carburant, alors prudence dans les pronostics. Daniel Leclerc fait le point après 7h10 de course. 15 heures. C'est le début de la ronde infernale pour 49 bolides. Pour ces spécialistes de l'endurance, c'est aussi la course à l'économie. 2210 litres par voiture pour 24 heures de course. Il faut savoir doser son effort, ménager la mécanique pour garder l'espoir de terminer. En quelque sorte, c'est du pilotage contrôlé. Dans ces conditions, la cadence des premières heures n'a pas été très élevée. Dès le début de l'épreuve, Bob Volek sur sa Lancia joue les chefs de file. Une prise de pouvoir éphémère car après 2 tours, les Porsche entament leur domination avec le plus souvent en pointe, l'Allemand de l'Ouest Klaus Ludwig au volant d'une 956. Après 1 heure de course, c'est l'agitation dans les stands, avec la valse des ravitaillements. Il est sage de ne pas dépasser 92 litres à l'heure à ce jeu de la consommation. Premier constat, les Porsche sont un peu plus gourmandes que les Lancia. Pour Jackie X, les arrêts sont plus fréquents. Le pilote belge a connu des problèmes d'allumage et de boîte de vitesse. Pour l'instant, on trouve 9 Porsche dans les 10 premiers, toujours en tête la numéro 7, celle de l'Allemand de l'Ouest Klaus Ludwig. Seule la Lancia de Bob Volek a pu s'intercaler à la 4e place. Quant à Jackie X, très attardé, 20e à 9 tours, c'est déjà la course contre la montre. En Formule 1, ce sera demain le Grand Prix du Canada qui se disputera à Montréal. C'est l'Italien Elio De Angelis qui partira en tête avec sa Lotus Renault. En 2e position, on trouve une autre Lotus pilotée par le Brésilien Ayrton Senna. Et puis le Français Alain Prost, lui, partira en 3e ligne. Départ demain à 19h, heure française, le Grand Prix du Canada. Tout ce que le ski nautique compte de champions se trouve en ce moment à Jablin, en Seine-et-Marne. Ils sont 20 à disputer la première place au classement international. Cette compétition est l'équivalent du Masters en tennis, c'est dire son importance. Une compétition où le matériel joue un grand rôle. Catherine Pic. Ils sont venus, ils sont tous là. Glenn Thurlow, Anna Maria Carrasco, Sue Lippelgause et Patrice Martin. Pas moins de 4 recordmen du monde dans leur spécialité. Même ceux du sud de l'Île-de-France avec Lydie Hébert de Viry-Châtillon.
Du matériel plein leur sac avec des combinaisons adaptées pour chaque discipline, des gants, éventuellement un casque et surtout un ski de slalom, un ski de figure et une paire de skis de saut. Côté performance, on ne cesse de les améliorer grâce à des entraînements plus sérieux et à la musculation, mais aussi grâce à l'évolution des matériaux issus de l'aéronautique tels que le Kevlar ou le nid d'abeille. On sont arrivés maintenant à un nouveau système sur des dérives avec ce qu'on appelle des foils, c'est-à-dire des freins. Alors, en fonction de l'angle, ils vont freiner plus ou moins. Et, ça permet de freiner le ski en approche de virage sur la bouée et ensuite une meilleure traversée dans la traversée. Mais bien sûr, il faut tirer plus fort puisque c'est un frein, l'accélération en subit un coup. Le ski nautique français se porte bien. Il occupe actuellement la 4e place derrière les USA, l'Australie et la Grande-Bretagne. Reste demain à prouver dans le sillage de Patrice Martin qu'il peut encore évoluer. Oui, Daniel Leclerc vient de me signaler que Patrice Martin, hélas, a été disqualifié. En Floride, à Cap Canaveral, le compte à rebours du lancement de Discovery a commencé ce matin. La navette spatiale américaine doit partir lundi prochain à 13h30, heure de Paris. Parmi l'équipage, un prince saoudien et le français Patrick Baudry. Ce soir, Daniel Durandet a choisi de nous montrer ce que les astronautes vont manger au cours de ce voyage. Je vous laisse apprécier. Depuis le tube dentifrice de John Glenn, il y a 20 ans, les cuisiniers de la NASA ont fait d'énormes progrès et la place accordée à la gastronomie spatiale est de plus en plus importante. Aujourd'hui, les passagers de Discovery disposent d'une véritable kitchenette située sous le poste de pilotage de la navette. Certains des mets sont lyophilisés, c'est-à-dire séchés, d'autres congelés, d'autres enfin ressemblent beaucoup à ce qu'on trouve sur Terre dans le commerce. La NASA, comme les compagnies aériennes, dispose en fait dans son centre de Houston d'une véritable cuisine de l'espace qui sert à confectionner les repas des astronautes. Les passagers de la navette choisissent désormais en fonction de leur goût les plats qu'ils veulent emporter. Ils sont conseillés par cela par une équipe de diététiciens qui équilibrent leur repas à 2600 calories jour, composé de 20% de protéines, 30% de matières grasses et 50% d'hydrates de carbone. Si le prince saoudien a emporté dans l'espace des dattes de son pays, Patrick Baudry a fait confectionner 5 de ces 20 repas par différentes firmes alimentaires françaises. Jules Moret à Cuiseaux en Saône-et-Loire pour le civet de lièvre à l'alsacienne, la crème de crabe, le pâté au poivre vert ou la langouste à l'armoricaine, Banania pour la crème au chocolat et Grosjean pour le Cantal fondu. Patrick Baudry peut même consommer du pain français fabriqué spécialement par la société Epigrill à Saint-Jean-de-Laune dans la Côte d'Or. Seul produit alimentaire interdit dans les vols spatiaux, l'alcool. Pour déguster un verre de Bordeaux, dont il est un fin connaisseur, Patrick Baudry devra attendre son retour à Houston, lundi prochain. À Biarritz, le jury du 28e Festival du film d'entreprise a rendu son verdict ce matin. Le Grand Prix a été décerné à une banque, la compagnie bancaire, pour un film intitulé Rencontre du 16e type, où il est démontré que banque ne veut pas dire forcément austérité. Voici un extrait de ce film. Nous imaginons déjà les services financiers du futur. Nous expérimentons le vidéodisque et la carte à mémoire. Alors voilà, encore une chose importante. Nous exportons notre savoir-faire dans le monde, en Italie, en Espagne, au Portugal ou au Japon d'Avignon. En résumé, la compagnie bancaire n'est pas une banque, c'est un groupe de sociétés toutes spécialisées. Le produit, c'est l'argent, le métier financier, l'activité, l'achat, la transformation et la revente de l'argent. L'achat, la transformation et la revente de l'argent. Notre spécialisation implique une grande diversité de métiers, des postes à responsabilité, une place pour les jeunes à tout niveau, voilà. Une gestion sociale avancée permet la mobilité interne. Par notre créativité et notre sens de l'innovation, nous sommes les leaders depuis 1946. Pour le rester, une seule solution, employer les meilleurs. Aujourd'hui, les meilleurs sont peut-être parmi vous. Ah, Marthe, si vous êtes créatif et novateur, dans le groupe plus qu'ailleurs, vous pourrez développer vos idées. Devenez avec nous les leaders de demain. Non. Ah.
Il y avait un tiercé cet après-midi à Saint-Cloud dans le prix de la Garenne. Voici la combinaison gagnante, le 10, le 3 et le 11. A noter que le 10 était le joker de M. Courtine. Cette combinaison rapporte dans l'ordre et pour 5 francs 4 740 francs, je pense qu'on va le voir inscrit, et dans un ordre différent 948 francs. Il y aura un tiercé demain à Chantilly, ce sera la fête des demoiselles avec le prix de Diane réservé aux meilleures pouliches de 3 ans. Parmi les 10 partantes, M. Courtine a choisi le 1, c'est son joker, puis les 5, 4, 8, 9 et 3. Rapidement le temps pour demain, il sera orageux sur la moitié sud du pays, il sera assez beau sur la moitié nord, les températures varieront entre 17 degrés dans le nord et 25 degrés au sud. Ce journal est terminé, vous avez maintenant rendez-vous avec Dynastie, après vous retrouverez Jean-Claude Brialy et sa vie de château. Demain nous avons rendez-vous à 22 h. En attendant, voici un rappel des principaux titres que nous avons développés ce soir. Très bonne fin de soirée et à demain. Détournement du Boeing de la TWA à Alger, 41 Américains sont encore les otages des pirates de l'air. La fête Touche pas à mon pote bat son plein à Paris, mais le succès de SOS Racisme est aujourd'hui contesté. Élection demain à la Seine-sur-Mer, c'est la 5e élection municipale depuis mars 83.